Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un épisode un peu particulier puisqu'il va être il va être beaucoup plus introspectif que d'habitude. J'ai décidé de vous aider à faire votre bilan de l'année 2025, bien entendu grâce à l'astrologie. L'astrologie, ça nous sert à beaucoup de choses et les transits planétaires peuvent nous aider bien entendu à savoir un petit peu ce qui va se passer sur un temps prochain, sur l'année prochaine par exemple, mais ça peut aussi nous aider à mieux comprendre ce qu'on a vécu avant. D'ailleurs, moi j'utilise beaucoup les transits pour savoir justement ce qui s'est passé, notamment lors des événements importants de ma vie. J'ai déjà regardé les transits qui avaient lieu à ce moment-là et c'est très 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 souvent, voire tout le temps, ultra parlant et rien n'arrive par hasard et l'astrologie en est clairement la preuve. Donc aujourd'hui, on va se pencher un peu plus sur notre année 2025. On va essayer de voir les transits importants qui ont eu lieu et du coup, comment ils vous ont impacté. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous caler dans un fauteuil ou dans le canapé, de prendre un petit bloc-notes parce que vous allez avoir des choses à écrire et vous allez avoir besoin de réfléchir. Donc n'hésitez pas aussi à mettre en pause l'épisode à certains moments pour pouvoir justement essayer de réfléchir un petit peu, écrire des choses qui vous viennent. Parce que c'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on se rend compte aussi de certaines choses. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laetitia, je suis astrologue et j'ai un compte Instagram qui s'appelle Arcane du Zodiaque sur lequel je partage pas mal de contenu astro. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et je propose en cette fin d'année 2025 et début d'année 2026 une prestation éphémère qui s'appelle Astrofocus 2026 et qui vous aidera justement à mieux anticiper votre année 2026 grâce au transit planétaire. Donc je fais une analyse personnalisée, je prends votre thème astral et je l'étudie en fonction des différents transits de l'année 2026 et il y en a vraiment vraiment beaucoup puisque ça va être vraiment une année de changement 2026, ça va être une année 1 en numérologie, donc un nouveau départ et ça recoupe complètement ce qui se passe en astro puisque on a pas mal de planètes qui vont changer de signe, on a pas mal de mouvements planétaires durant cette année. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans le prochain épisode, l'épisode de la semaine prochaine où on étudiera les transits 2026, alors un peu de manière assez large parce que je reverrai tous les transits au fur et à mesure de l'année. Vous aurez un épisode sur chaque transit en particulier. Et si jamais vous n'avez pas envie d'attendre l'épisode de la semaine prochaine, vous pouvez aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Arcane du Zodiaque aussi, comme mon compte Instagram. Et sur cette chaîne YouTube, j'ai publié une masterclass que j'avais fait gratuitement à la fin du mois de novembre pour justement anticiper un petit peu ces transits de 2026. Donc voilà, vous pouvez écouter tout ça et si jamais ça vous intéresse, je propose donc une analyse personnalisée pour que vous sachiez mois par mois ce qui va se passer pour vous et pas de manière globale, hein, vraiment sur votre thème astral. Et donc je propose ce service jusqu'à la fin du mois de janvier. Mais si vous avez envie de l'avoir avant début janvier, donc d'ici fin décembre, je vous conseille de réserver assez rapidement, puisque là, je vais prendre encore 5 réservations qui pourront être faites d'ici la fin du mois de décembre. Mais après, les autres réservations, ce sera clairement pour janvier. Donc si jamais vous la voulez rapidement, n'hésitez pas à réserver assez vite. Alors, on va commencer du coup tout de suite. Donc j'espère que vous êtes bien installés et on va aller un peu regarder ce que 2025 nous a apporté. S'il y a des choses qui ont été un petit peu compliquées ou pas, qu'est-ce qui a changé pour nous. Et en fait, 2025 a été
une sorte de sas avant 2026, mais il nous a aidé à préparer un petit peu ce qui allait se passer, puisque certaines planètes qui vont changer de signe définitivement en 2026 ont changé de signe pendant une petite période, pendant l'année 2025, avant de rétrograder, de reculer et de retourner dans le signe précédent. Du coup, il va falloir bien regarder qu'est-ce qui s'est passé pendant ce laps de temps, parce que ça peut donner des indices sur ce qui pourrait se passer par la suite en 2026 et dans les années suivantes. Mais avant de regarder précisément quelle planète avait changé, qu'est-ce qui a pu se passer, je vais vous faire un petit récap sur les maisons. Alors, les maisons en astrologie, qu'est-ce que c'est? Les maisons, c'est des domaines de vie. Chaque maison, surtout en analyse de transit, chaque maison correspond à un signe. C'est-à-dire que si, par exemple, je suis ascendant bélier, ma maison 1 est en bélier, ma maison 2 est en taureau, ma maison 3 est en gémeaux. Dès que je suis ascendant quelque chose, le signe de mon ascendant, c'est ma maison 1. Le signe d'après, c'est ma maison 2, le signe encore d'après, c'est ma maison 3, etc. Dans chaque maison, on a des domaines de vie différents qui sont activés. Et du coup, les maisons, c'est super important en analyse de transit, surtout quand on va regarder les planètes lentes, comme là on va le faire avec Neptune, Uranus, etc. Parce que c'est des planètes qui sont plutôt générationnelles et du coup leur étude en signe, en fait, elle va correspondre à tout le monde, ça sera pour tout le monde à peu près la même chose. Et ce qui va vraiment différer d'une personne à l'autre, c'est l'impact qu'elle aura sur une maison en particulier, ou alors si elle touche une planète de notre thème en particulier, là ça peut faire un peu plus. Nous aujourd'hui on va se concentrer sur les maisons, ça sera déjà vraiment pas mal. Donc c'est parti. Donc, je vous conseille de prendre votre thème astral si vous ne l'avez pas encore. Allez sur astro.com, rentrez vos coordonnées de naissance et surtout sélectionnez comme système de maison le système des signes entiers, puisque dans le système des signes entiers, c'est celui qu'on utilise pour les études de transit. On a une maison égale un signe. Donc, c'est vraiment plus simple et c'est surtout ultra pertinent pour l'analyse de transit. Alors, du coup, on va aller regarder un petit peu plus en détail tout ce qui s'est passé durant l'année 2025 et il s'en est déjà passé beaucoup, même si je pense que 2026 va être encore plus active, notamment, mais plus peut-être dans le réel et dans les événements qui vont se passer. 2025 pour moi a été quand même un peu plus introspective, dans le sens où il a fallu régler plusieurs choses pour justement pouvoir passer à autre chose en 2026. Donc, je vous laisse regarder votre thème et regarder vos maisons. Et on va regarder un petit peu tous les transits. Alors, on va regarder d'abord les planètes lentes. Alors, les planètes lentes, elles démarrent à partir de Uranus. Uranus, Neptune, Pluton, c'est des planètes très très lentes. On a des planètes semi-lentes qui sont Jupiter et Saturne qu'on va regarder également aussi. Les autres, c'est des planètes rapides, donc on va pas regarder tout ce qui s'est passé pendant leur transit parce qu'ils passent vraiment par beaucoup de signes et c'est un peu moins révélateur de ce qui se passe pour nous. Les planètes rapides, elles vont surtout venir des fois activer quelque chose de particulier dans notre thème, mais c'est très fugace, très rapide. On va commencer avec Pluton. Pluton, il avait déjà changé de signe l'année d'avant. Il avait fait un petit peu des allers-retours, mais il est resté, là ça y est, il est en Verseau pendant 20 ans, hein, il va plus bouger du signe du Verseau pendant une vingtaine d'années. Et Pluton, c'est une planète qui nous propose de nous transformer, de changer beaucoup de choses, d'être un peu plus aligné avec nous et de laisser tomber aussi ce qui ne nous correspond pas. Avec le Verseau, c'est une énergie qui est originale, qui a envie de nouveauté, qui a envie de casser un petit peu les codes. Et du coup, avec Pluton en Verseau, on va clairement vivre un transit très important
assez révélateur et où il risque de se passer quand même pas mal de choses. Et du coup, bah là, ce que je te propose en premier, c'est de réfléchir à tout ce qui s'est passé cette année en lien avec ta maison du Verseau. Donc la maison du Verseau, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on regarde l'ascendant et après on compte jusqu'au Verseau par exemple. Si je suis ascendant Lion, et ben mon Verseau il sera en maison 7 puisque je fais maison 1 Lion, maison 2 Vierge, maison 3 Balance, maison 4 Scorpion, maison 5 Sagittaire, maison 6 Capricorne et maison 7 Verseau. Si je suis ascendant Gémeaux, et ben je fais maison 1 Gémeaux, maison 2 Cancer, maison 3 Lion, maison 4 Vierge, maison 5 Balance, maison 6 Scorpion, maison 7 Sagittaire, maison 8 Capricorne et donc maison 9 Verseau. Et je regarde du coup quelle maison est dans le signe du Verseau chez moi et à quoi elle correspond. Alors si vous vous souvenez pas trop des maisons et de ce à quoi elles correspondent, je vous invite à aller checker sur mon compte Instagram. J'ai un post exprès sur les maisons astrologiques. Vous pouvez aussi aller voir le début de la masterclass que j'ai fait sur les énergies de 2026 puisque je rappelle un petit peu les mots-clés de chaque maison en début de masterclass. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans dans la maison associée au Verseau. Alors pour chaque transit, je vais vous dire par exemple pour moi ce qui s'est passé. Comme ça peut vous donner un peu une idée de ce qu'il faut regarder. Donc pour moi, le Verseau, c'est ma maison 6. Donc la maison 6, c'est la maison du quotidien, la maison du travail, la maison des routines. Et effectivement, moi, depuis Pluton en Verseau, alors déjà, j'ai changé ma routine matinale. Je fais du yoga tous les matins. J'essaye de tirer une carte d'oracle. De temps en temps, de faire un peu de journaling quand j'ai le temps. Et je me suis vraiment mis sur une routine qui me faisait du bien. Et j'ai vraiment vu ça depuis l'entrée de Pluton en Verseau. Avant ça, j'avais envie de le faire, mais j'y arrivais pas tellement. Et ça m'a vraiment donné l'énergie de changer les choses pour justement être un peu mieux avec moi-même. Et effectivement, je me sens quand même beaucoup mieux. J'ai aussi mis beaucoup d'énergie depuis l'entrée de Pluton en Verseau dans l'astrologie. Alors, ce qui est marrant, c'est que l'astrologie, c'est lié au Verseau, donc ça match. Mais je me suis beaucoup plus mise à créer du contenu, à faire des choses au niveau de l'astro pour justement pouvoir un peu changer mon quotidien. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le transit de Pluton en Verseau, ça va durer 20 ans, hein, donc ça se fait pas du jour au lendemain. Mais du coup, bah, je pose petit à petit les bases pour pouvoir justement en faire mon métier et, voilà, pouvoir changer un petit peu mon quotidien grâce à mon travail. Donc voilà pour Pluton en Verseau. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui a changé aussi dans votre maison à ce niveau-là. Ensuite, deuxième planète lente, on va aller regarder Neptune. Neptune, c'est une planète de spiritualité. C'est une planète de flou, c'est une planète d'empathie, de ressenti, de guérison. Et elle est rentrée dans le signe du Bélier pendant quelques temps avant de faire une rétrogradation. Donc elle était dans le signe du Bélier du mois d'avril au mois d'octobre. Et là, donc en 2026, elle va y rentrer elle va y rentrer pour un bon moment. Mais là, du coup, elle nous a fait une petite incursion d'avril à octobre. Alors, Neptune en Bélier, bah là, ça va être, c'est vraiment pouvoir réaliser ses rêves, avoir envie de mettre nos rêves en action. Et on va être un peu plus... Enfin là, jusqu'à présent, elle était dans le signe du poisson, alors que son signe, elle se sent très bien là-dedans, mais on était plus quand même dans de l'idéologie, beaucoup moins dans l'action, beaucoup plus dans notre tête et dans notre imagination. Avec l'entrée en Bélier, on commence un nouveau cycle et on est beaucoup plus dans la matière. Alors, qu'est-ce que moi, ça m'a apporté, par exemple, Neptune en Bélier? Bah là, du coup, je regarde la maison qui se trouve dans le signe du Bélier. Comme je suis ascendant Vierge, c'est ma maison 8. Et ma maison 8, bah, c'est la maison des investissements, c'est la maison de la psychologie,
c'est la maison des transformations, c'est la maison aussi des épreuves, hein, malheureusement. Mais voilà, on est vraiment dans un univers très introspectif avec la maison 8. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais beaucoup moins dans l'introspection pendant cette période, bizarrement, hein, même si c'est une maison très introspective. J'étais quand même plus dans l'action. Je pense que c'est le switch poisson-bélier qui a fait ça. Mais du coup, j'étais beaucoup moins à me demander qu'est-ce qui se passait. J'étais beaucoup plus dans l'action. J'ai réussi aussi à ce moment-là à être... alors après, c'est peut-être aussi grâce à Saturne, mais j'ai réussi à faire des économies pour justement me payer, pour ceux qui me suivaient déjà à ce moment-là, mon voyage aux États-Unis. Donc j'ai réussi à être beaucoup plus stricte au niveau de mon argent et à faire plus d'économies, alors que depuis, pour le coup, que Saturne et Neptune sont repassés en poisson, j'arrive plus du tout à économiser. Donc bon, ça, je pense que c'est plutôt Saturne pour le coup, mais... Donc voilà, mais j'ai vraiment... j'étais beaucoup moins dans l'introspection et dans ma tête, et j'étais beaucoup plus dans l'action, je réfléchissais beaucoup moins. Donc voilà, ça m'a permis de faire des choses et d'être un petit peu moins bloquée, entre guillemets. Bah, du coup, je vais continuer avec Saturne. Saturne, c'était à peu près au même moment qu'il s'est retrouvé en bélier. Il s'est retrouvé en bélier de fin mai jusqu'à début septembre, un petit peu moins longtemps. Et donc là, bah, pareil, hein, avec Saturne en bélier, j'étais quand même beaucoup plus dans l'action. J'avais un plus grand contrôle de mes finances. Et c'était plus facile, je trouve, de comprendre des fois ce qui allait pas et d'être plus au clair avec mes ressentis et avec bah, mon introspection, justement. De plus, pendant cette période-là, j'ai malheureusement perdu quelqu'un de proche dans ma famille. Donc bon, bah la maison vide, ça peut être aussi la mort, le deuil. Donc bon, ça reste assez logique. Après ça, c'est un événement qui, j'espère en tout cas, ne va pas se reproduire pendant tout le transit de Saturne en bélier, je pense pas. Mais bon, bah voilà, Saturne dans ma maison 8. Alors Saturne en plus, alors, pour les petites anecdotes, c'est mon grand-père malheureusement qui est décédé. Et Saturne, bah en fait, Saturne, c'est une planète qui représente les grands-parents. Et donc là, Saturne est rentré dans ma maison 8, maison du deuil. Donc bon, bah ça a été très actuel, c'est très évident. Donc voilà, il s'est passé ça pour moi. Donc là, à vous de voir dans quelle maison Saturne et Neptune sont rentrés, du coup, quand ils étaient en bélier. Donc Neptune, encore une fois, c'est plus une planète de rêve, d'idéal, etc. Alors que Saturne, elle, va plutôt structurer et va nous aider à être un peu plus stable et plus méthodique dans ce qu'on fait. Ensuite, on a la planète Uranus qui a fait une petite entrée dans le signe des Gémeaux de juillet à septembre. Elle n'est pas restée très très longtemps. Elle va continuer à venir plutôt en 2026. Mais du coup, là, c'est intéressant d'aller regarder du coup votre maison des Gémeaux parce que Uranus, c'est une planète de changement, mais de changements soudains et de choses auxquelles vous ne vous attendez pas. Donc Uranus, pour le coup, elle va vraiment venir mettre un coup de pied dans la fourmilière dans votre vie. Et donc là, ça peut être intéressant de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé pour vous entre le mois de juillet et le mois de septembre en fonction de la maison dans laquelle s'est trouvé Uranus. Alors pour moi, c'est dans la maison 10, maison de la carrière et du travail. Et ce qui est marrant, c'est que bah, j'ai bossé à fond euh, euh, en juillet, j'étais ready, j'avais tout mon contenu qui était prêt pour mes vacances et tout, j'avais vraiment tout préparé, j'ai bossé de ouf début juillet pour que tout soit prêt. Et bon après pour le coup j'ai eu une sorte de burn-out où je n'en pouvais plus. Et d'ailleurs ça correspondait au moment où Uranus a commencé à rétrograder, donc à reculer. Et ensuite, il est carrément parti du signe du Gémeaux, donc de ma maison 10 en septembre. Et là,
bah, jusqu'à octobre, j'ai plus du tout touché les réseaux, j'ai plus du tout fait de contenu, j'ai plus du tout bossé l'astro. Donc il y a eu un vrai moment de remise en question avec ce Uranus en Gémeaux. À la fois avec un moment où j'avais eu beaucoup d'idées et envie de faire plein de choses, et puis d'un coup l'inverse, le côté burn-out où j'arrivais plus du tout à bosser. Mais ça m'a aidé du coup à trouver un certain équilibre et à comprendre un peu plus ce que je voulais faire. Euh, Voilà pour Uranus en Gémeaux. Donc, c'est important de regarder dans quelle maison chez toi ça tombe Uranus pour essayer de réfléchir aussi ce qui s'est passé pour toi entre juillet et septembre à ce niveau-là, au niveau de cette maison. Euh, Ensuite, on a Jupiter qui est rentré en Cancer en juin. Alors, Jupiter en Cancer, c'est du coup se focaliser un peu plus sur la famille, sur notre foyer, et aussi un retour un peu à soi. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que bah, pour moi, Jupiter en Cancer, alors il était dans ma maison 11, mais la maison 11, alors elle peut parler des groupes, des amitiés, mais elle peut parler aussi des projets qu'on a à plusieurs. Et donc là, c'était plutôt un projet que j'avais avec mon copain. Et pour ceux qui ont écouté le podcast de la semaine dernière, eh ben vous le savez, j'attends un bébé. Et bah ça, je suis tombée enceinte pile quand Jupiter a commencé à rentrer en Cancer. Alors Jupiter est rentré en Cancer en juin. En tant que bonne astrologue qui se respecte, j'ai bien entendu étudié ce transit de Jupiter, surtout que Jupiter est passé sur ma Lune. Jupiter, planète de l'expansion, de l'optimisme, est tombé sur la maison, sur ma planète de la maternité. Et donc je savais à peu près à quel moment il tombait sur ma Lune, et c'est à ce moment-là, alors coïncidence ou pas, hein, mais bon, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'enlever mon stérilet. Parce que bon bah tant qu'à faire, quitte à être astrologue, autant utiliser les planètes à notre avantage. Et bon bah je sais pas si c'est ça, je sais pas si c'est juste un coup de chance ou si c'est juste une coïncidence, mais je suis tombée enceinte directement au premier cycle. Donc voilà. Donc je sais pas si c'est grâce à Jupiter, si c'est le cas, merci Jupiter. Mais voilà, bah, moi c'était très pour le coup ça a été très littéral. Genre Jupiter est rentré en Cancer, je suis tombée enceinte. Genre vraiment on peut pas faire mieux. En plus de ça, dans ma maison 11, maison des projets, donc ça correspond assez bien, mais ça aurait pu être aussi si ma Jupiter tombait dans ma maison 5, ça aurait pu marcher aussi, ou ma maison 4. Donc voilà pour les planètes qui sont rentrées dans de nouveaux signes. Donc là, c'est pareil, à partir de juin, pour Jupiter en Cancer, bah, regarde un petit peu quelle maison est impactée dans ton thème, quelle est la maison dans le signe du Cancer, et du coup, bah, quel projecteur a mis Jupiter à ce niveau-là, et, et qu'est-ce qui est important pour toi depuis le mois de juin dans ce domaine de vie. Alors ensuite, j'ai décidé de vous parler un petit peu des éclipses. Alors les éclipses, je vais faire rapide hein, parce que les éclipses, ça pourrait faire un épisode entier. Les éclipses, c'est des moments de l'année où le Soleil et la Lune font les nouvelles et pleines lunes dans les signes des nœuds lunaires. Les nœuds lunaires, en ce moment, ils se trouvent cette année, ils étaient dans les signes de la Vierge et du Poisson. Et donc, les éclipses ont eu lieu dans ces signes-là. La période des éclipses, en général, c'est un gros moment de changement, de bilan, et on laisse souvent tomber certaines choses derrière soi. Et donc là, on a eu deux périodes d'éclipses. Une première période en mars, ça dure à peu près 2 semaines, hein, les périodes d'éclipse. En gros, c'est entre la nouvelle lune et la pleine lune, ou la pleine lune et la nouvelle lune, ça dépend. Et, euh, et donc là, bon bah pour moi personnellement, ça tombe dans ma maison 1 en Vierge et ma maison 7 en Poisson. Donc la maison 7, c'est clairement le couple, voilà la relation sérieuse, le partenariat, les autres. Et bon bah en mars, des décisions importantes ont été prises dans mon couple pour le coup. On a pris la décision de quitter Lyon
et d'aller vivre dans le sud. Alors même si ça se fait pas tout de suite, d'ailleurs je suis encore à Lyon là, mais on va bientôt déménager, mais je suis encore à Lyon. Mais voilà, on avait pris cette décision pile poil au moment des éclipses, donc c'est vraiment ça qui a bougé à ce moment-là pour moi. C'était vraiment un projet de couple. Et en septembre, là pour le coup, c'était plus un lâcher prise au niveau parce que bon bah le poisson, le nœud nord est en poisson et il nous enseigne vraiment le lâcher prise en ce moment. Et c'était un lâcher prise bah, au niveau de tout ce que je me demandais à moi, puisque c'était dans ma maison 1 en vierge, hein, ce que le soleil était en train de passer à ce moment-là. Et en gros, bah, c'est un moment du coup où j'ai complètement lâché le boulot, j'ai pris du temps pour moi, pour me reposer, pour me recentrer, et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien, mais c'était vraiment pendant cette période des éclipses. Et en même temps, c'est cette période qui m'a permis aussi de savoir un petit peu mieux ce que je voulais faire et comment je voulais le faire. Donc voilà, regardez bien pour vous ce qui s'est passé en mars et en septembre, ça peut être assez révélateur. Et donc il faut regarder dans quelle maison se trouvent les nœuds lunaires en poisson et en vierge pour vous. Donc bah voilà, moi par exemple qui suis ascendant vierge, ben, le nœud nord en vierge il est dans ma maison 1 et le nœud sud en vierge se trouve dans ma maison 1 et le nœud nord en poisson se trouve dans ma maison 7. Donc après à vous de voir dans quelle maison ça tombe pour vous. Et enfin, j'aimerais terminer en parlant des périodes de rétrogradation, puisqu'on en a eu pas mal cette année. On a eu une rétrogradation de Mars, qui n'arrive pas souvent. Si je dis pas de bêtises, c'est à peu près tous les 2 ans, les rétrogradations de Mars. On a eu aussi une rétrogradation de Vénus, qui elle, c'est à peu près tous les 1 an et demi. Et bon, bah ça, on a plus l'habitude, mais on a eu les 3 rétrogradations annuelles de Mercure. Mais ça, c'est vraiment tous les ans qu'il y a 3 rétros. Donc ça, on a un peu plus l'habitude. C'est un peu moins... C'est souvent quand même un peu moins fort. Après, ça reste quand même assez... ça reste important quand même. Alors, la rétrograde de Mars, c'est faite... Alors, on a passé l'année 2000... On a commencé l'année 2025 avec cette rétrograde de Mars, hein. Donc bon, c'est l'année elle commençait bien en mode allez coucou, vous allez pas beaucoup agir, vous allez beaucoup réfléchir. Donc c'était vraiment le signe cette rétrogradation de Mars que en fait on allait quand même pas mal avoir de remontées, de choses plus intérieures et pas forcément extérieures. Donc bon bah c'était vraiment une année de bilan et Mars nous l'a dit dès le départ. Donc Mars a rétrogradé en janvier et février, donc au tout début de l'année. Et majoritairement dans le signe du Cancer, il rétrograde un petit peu en Lion en décembre. Vous pouvez quand même regarder un petit peu ce qui s'était passé en Lion. Mais là, ce qui est important, c'est donc en Cancer, ce qui s'est passé pour vous au niveau du Cancer. Donc là, bah moi, pareil, j'étais en très très grande réflexion de où est-ce que j'avais envie de faire mon foyer, hein, en Cancer, où est-ce que j'avais envie d'habiter, quels étaient mes projets, hein, maison 11. Euh, voilà, et puis ben, j'ai pas eu trop de... Je crois pas avoir eu beaucoup de réflexions au niveau de mes amitiés, de mes groupes d'amis. Ça a pas tellement changé depuis. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas. Mais c'était vraiment plus sur les projets, hein. J'étais tout le début de l'année 2025, pour moi, c'était vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va habiter, qu'est-ce qui va se passer. Donc voilà, c'était le début de cette réflexion avec Mars. Ensuite, Vénus a rétrogradé en mars et jusqu'en début avril en bélier en poisson. Donc là, pareil, on était sur, pour ma part, la maison 8 et la maison 7. Maison 7, maison du couple. C'est aussi à ce moment-là, du coup, qu'on a commencé à faire des vrais projets de couple, de savoir que on allait déménager, qu'on allait avoir un bébé, etc. Donc vraiment, donc voilà, c'était quand même très important pour nous d'avoir ces réflexions au début d'année. Donc voilà, ça, pour moi, les rétrogrades, elles étaient vraiment réflexives, elles étaient vraiment là-dessus. Donc là, c'est vraiment important. Donc pour la rétro de Mars, de regarder la maison du Cancer, et pour les rétrogradations de Vénus, la maison du Bélier et du Poisson. Et il faut bien regarder ce qui s'est passé pour toi en mars et en début avril. Voilà. Ensuite, les rétrogradations de Mercure pour terminer. Alors Mercure, lui, il nous force à ralentir
il peut y avoir quelques soucis au niveau planning, au niveau déplacement, au niveau bug informatique, bug de message, etc. ou problème de communication. Et ça arrive du coup souvent en lien avec la maison dans laquelle il rétrograde. Donc là, pour la première rétrogradation, c'était comme Vénus, il était en même temps que Vénus, en mars-avril. Et il était aussi dans les signes du Bélier et du Poisson, donc là, ça rejoint quand même vraiment beaucoup. La rétrogradation de Vénus, c'était vraiment en même temps, entre guillemets. Et du coup, les sujets se rejoignent en général. Ensuite, en juillet, en août, il y a une rétrogradation dans le signe du Lion. Alors moi, le signe du Lion, pour moi, c'est ma maison 12. Et du coup, bizarrement, la maison 12, c'est une maison un petit peu d'isolement. C'est une maison où on ressent quand même beaucoup moins les choses. Alors, une maison aussi très introspective. Mais pour le coup, j'étais dans une période où j'étais en vacances. Et du coup, j'étais beaucoup moins... j'étais pas du tout dans l'introspection, hein. J'étais clairement en plus dans l'action. Et j'avoue que cette rétrograde de Mercure, pour le coup, je l'ai pas trop senti. En plus de ça, je flippais quand même pas mal, hein, parce que on était en road trip. Mercure, c'est la planète des déplacements et de la voiture. J'avais un petit peu peur qu'il se passe des trucs là-bas. Mais au final, il s'est rien passé. Pas de marquant. En tout cas, moi, il n'y a rien qui m'a marqué. Donc, pour le coup, j'ai été assez tranquille sur la rétrogradation de Mercure en Lion. Regardez bien quelle maison est impactée dans le signe du Lion pour vous et du coup, qu'est-ce qu'il a pu se passer en juillet-août à ce moment-là. Et enfin, la dernière rétrogradation de Mercure, c'était en novembre et c'était en Sagittaire et en Scorpion. Moi, perso, je la sens jusque maintenant. Alors là, c'est les derniers jours de sa phase post-ombre. Mercure, il est plus rétrograde depuis fin novembre, mais il repasse sur des degrés de signes où il était déjà passé avant sa rétrogradation et du coup on appelle ça la phase post-ombre et du coup c'est un peu la phase de bilan de cette rétrogradation et moi je sais que ça a été très 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 particulier là jusqu'à ce qu'il repasse en Sagittaire. Ça a été très compliqué, beaucoup d'introspection, beaucoup de choses qui sont remontées à la surface. En plus, là, en Sagittaire, la Sagittaire, c'est ma maison 4, maison de la famille et de l'enfance. Il y a clairement des choses qui sont remontées. Donc, c'était un petit peu dur au niveau introspectif pour le coup. Là, autant j'ai pas du tout ressenti celle de juillet-août, autant celle-là, elle a fait mal. Mais bon, elle permet, enfin, tout ça permet d'avancer, hein, permet de réfléchir à certaines choses et surtout de laisser certaines choses aussi derrière nous et d'avancer après. Donc là, important de regarder les signes du Sagittaire et du Scorpion, dans quelle maison ça tombe dans votre thème pour savoir un peu ce qui s'est passé pour cette rétrogradation. Et en plus, c'est super intéressant parce que Mercure, l'année prochaine, il sera aussi en rétrogradation au Scorpion. Donc là, s'il y a des choses qui ont été activées pendant cette rétrogradation au Scorpion, vous pouvez parier que l'année prochaine, ça va être de nouveau le cas. J'ai hâte, ou pas. Mais ouais, ça va être réactivé pour le coup, bien comme il faut l'année prochaine, parce qu'il va rétrograder que en Scorpion l'année prochaine. Donc voilà, bon, j'ai fait un petit tour rapide. N'hésitez pas encore une fois à réécouter l'épisode, à vous poser, à prendre un petit calepin pour noter des choses, à mettre pause. Enfin, vraiment là, c'est vraiment important. N'hésitez pas à me dire aussi si s'est passé des choses, hein. Vous pouvez venir me voir sur Instagram ou en commentaire sur YouTube pour me dire s'il s'est passé des choses impactantes chez vous grâce à ces transits ou pas. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. J'ai vraiment très hâte d'avoir vos retours. Et puis, du coup, tout ce qui s'est passé à ce niveau-là, vous pouvez être sûr que il y a des choses qui risquent de se passer dans le même ton, à part pour les rétrogrades de Mars et Vénus qui, elles, ont eu lieu qu'en 2025, mais pour le reste, franchement, on risque de vivre un peu les mêmes choses en 2026 et peut-être un peu plus fort, un peu plus intense. Donc c'est un bon moyen aussi de bien commencer 2026 que de faire un peu ce bilan de 2025 puisque ça va nous aider à savoir un peu qu'est-ce qui va être impacté. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour, franchement, j'aimerais trop savoir.
Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, où là, on pourra discuter même en message privé si ça vous dit. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine pour le podcast. Salut!